Vous pensez que ce qu'il y a de plus horrible à Rome, c'est la crucifixion le long de la voie Appienne, ou ce moment où une bête tue un homme pour amuser la foule? Non, ce sont des morts rapides. Pour ceux que l'Empire haïssait vraiment, il existait un sort pire. Damnatio ad metalla, la condamnation aux mines. C'était un billet sans retour, le seul endroit sur terre où il fallait mériter la mort, comme une récompense. On rayait un homme de la liste des vivants, mais on ne lui permettait pas de mourir tout de suite. Il devait devenir une ressource qu'on exploite jusqu'au bout, puis qu'on met au rebut. Bienvenue dans le véritable enfer, sur les fondations duquel se dressait le Rome d'or éclatant. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin, du coup de marteau du juge jusqu'au dernier souffle dans l'obscurité. Nous verrons pour quel péché un citoyen romain était transformé en outil parlant. Nous descendrons dans les chantiers d'Espagne, dans des trous de pierre étroits, où des hommes ne voyaient pas le soleil pendant des années et brisaient le granit avec leur propre corps. Nous comprendrons pourquoi toute cette immense économie antique s'effondrerait en une seule journée sans cette machine monstrueuse cachée sous terre. Attachez vos ceintures. Nous commençons la descente. Imagine, tu es debout sur le forum. Du bruit, de la cohue, le soleil t'aveugle. Devant toi, le prêteur, dans une toge d'un blanc éclatant. Tu attends le verdict. L'épée du bourreau aurait été une miséricorde, et c'est tout, le noir. La reine t'aurait laissé une chance de gloire ou une belle fin, mais tu entends deux mots, ad metalla, aux mines. À cet instant, ta vie s'arrête. Ton cœur bat encore, mais juridiquement, tu es un cadavre. On n'envoyait pas n'importe qui aux mines. Un esclave ordinaire, c'est une valeur, il coûte de l'argent. On le ménage, on le nourrit, on le soigne s'il tombe malade. Personne de sensé ne jetterait un actif cher dans une fosse humide pour qu'il meure de maladie. Aux mines, on envoyait seulement les rebuts, les condamnés à mort. Ceux que l'État voulait non seulement tuer, mais effacer de la surface de la terre, avec profit pour le trésor. Qui faisait la queue pour ça? Les incendiaires, les profanateurs de temples, les déserteurs, les traîtres. Plus tard, on y ajoutera les chrétiens qui refusaient de sacrifier à l'empereur. Ce n'était pas un service obligatoire, c'était une exécution différée. La machine judiciaire romaine raisonnait avec cynisme. Pourquoi simplement trancher la tête d'un criminel, si l'on peut encore tirer de lui 5 à 10 années de ressources? Qu'il rembourse l'air qu'il respire. C'est là qu'entre en scène une notion terrible du droit romain. Servus poene, esclave de la peine. Réfléchis-y, tu n'es plus citoyen, tu n'es même plus esclave. Un esclave a un maître, un boutiquier gras ou un sénateur. Ce maître peut te plaindre, te racheter, même t'affranchir pour bon service. Le servus poene, lui, n'a pas de maître. Son propriétaire, c'est la loi. Et avec la loi, on ne négocie pas. On ne peut pas te donner, pas te vendre, pas te relâcher. C'est comme la différence entre une voiture personnelle et une voiture d'autopartage qu'on a déjà décidé d'envoyer à la casse. Ta voiture, tu la laves, tu changes l'huile, tu évites les nids de poules. La voiture condamnée, tu écreuses l'accélérateur sur les pistes jusqu'à ce que les roues se détachent. Tu n'es plus un homme, tu es une fonction. Une pelle, si elle casse, on la répare. Toi, on te remplace, simplement, par un autre. Tu as cessé d'être un sujet de droit, tu es devenu un objet d'extraction. Mais pour que personne ne confonde par accident cette pelle parlante avec un homme normal, l'Empire laissait sa signature, directement sur le visage. La procédure d'enregistrement était courte et cruelle. On te traînait dans une cave où un brasero chauffait déjà. L'odeur de brûlé et les cris, voilà ta nouvelle réalité. Sur ton front, on te marquait au fer rouge. En général, c'était bref, conforme au crime. Fur, voleur, cal, calomniateur. Ou bien simplement le nom de la mine à laquelle tu étais désormais affecté, comme un numéro d'inventaire. Parfois, la marque ne suffisait pas. On te passait au cou un collier de fer, pas joli comme au cinéma, brut, riveté. On ne pouvait l'enlever que par la force. Souvent, on y suspendait une plaque. « Je me suis enfui, attrape-moi et rends-moi à mon maître, tu recevras un solidus. » À partir de là, s'évader devenait presque impossible. Où iras-tu avec une marque brûlée sur le front? N'importe quel passant, n'importe quel paysan dans un village perdu, en voyant ces signes, comprenait. Devant lui, un mort qui marche. On ne te donnera pas d'eau, on peut te frapper ou te livrer aux gardes contre récompense. Tu te regardes dans un miroir, si tu en trouves un, et tu y vois un monstre.
L'identité est effacée. Il ne reste qu'un corps, prêt pour le transport. Devant toi, une longue route vers l'ouest, en Hispanie, vers le principal trésor de Rome, où ta vie vaudra moins cher que la pioche que tu devras manier. Ton convoi arrive sur place. Oublie les plages ensoleillées et les oliveraies. Ce que tu vois devant toi ressemble davantage à la surface de Mars qu'à une province de l'Empire romain. Poussière rouge, terre morte et rivières empoisonnées par l'acide. Ton convoi arrive sur place. Oublie les plages ensoleillées et les oliveraies. Ce que tu vois devant toi ressemble davantage à la surface de Mars qu'à une province de l'Empire romain. Poussière rouge, terre morte et rivières empoisonnées par l'acide. Bienvenue en Ibérie, le coffre-fort de l'empereur, son portefeuille et sa malédiction. Les Romains appelaient cet endroit Rio Tinto. Ici, la terre semblait littéralement suinter l'argent, l'or et le cuivre. Ce n'était pas une extraction artisanale, où 2 ou 3 hommes grattent la roche à la pioche. C'était un Norilsk antique, un gigantesque complexe industriel qui tournait 24 heures sur 24. Un site stratégique. La garde y était telle que n'importe quelle légion à la frontière en aurait été jalouse. Tours, patrouilles, périmètre strict. On y parquait des dizaines de milliers de marqués comme toi pour transformer des montagnes en monnaie. Et l'ampleur de l'extraction était telle qu'elle met mal à l'aise les ingénieurs modernes. Les Romains n'aimaient pas faire dans le détail. Si le minerai était profondément enfoui dans la montagne, ils ne creusaient pas une mine, ils détruisaient la montagne entière. Cette technologie s'appelait Ruina Montium, l'effondrement des montagnes. Ça sonne épique, mais pour toi, ouvrier, c'était la manière la plus sûre de ne pas survivre jusqu'au terme. Imagine le problème. Il faut éventrer un immense versant. Pas de dynamite, pas de pelleteuse, que faire? Les Romains utilisaient la gravité et l'eau. Au sommet, ils construisaient d'énormes réservoirs, y accumulaient des tonnes d'eau. Et en bas, dans l'épaisseur de la roche, vous, des taupes vivantes, vous taillez de longs couloirs étroits, des galeries. Tu rampes dans le noir, tu attaques la pierre, en sachant qu'au-dessus de ta tête se trouve tout un lac qui n'attend qu'un instant pour s'abattre. C'était le travail d'un démineur qui désamorce une bombe, assis à l'intérieur. À l'heure X, on ouvrait les vannes. L'eau rugissait sous une pression monstrueuse et se précipitait dans les trous que vous aviez creusés. Le choc hydraulique était si violent que la montagne explosait de l'intérieur. Les pentes se fissuraient et s'effondraient, mettant à nu les veines. C'est comme si des ouvriers démolissaient un gratte-ciel en sciant au couteau les poutres porteuses, tout en restant au rez-de-chaussée, pendant que d'autres posent déjà des explosifs sur le toit. Ceux qui perçaient ces tunnels n'avaient souvent pas le temps de s'en sortir. Pline l'Ancien, qui a vu cela de ses propres yeux, écrivait que le fracas d'une montagne qui se brise était plus fort que n'importe quel tonnerre. Des hommes mouraient par dizaines en un seul coup, juste pour ouvrir une couche. Mais qui se soucie d'un matériau consommable quand l'or est en jeu? Pourtant, Ruina Montium n'était que le début. Une fois la montagne ouverte, commençait le pire, la descente. Les mines romaines, ce ne sont pas de larges tunnels modernes avec ventilation. Ce sont des terriers de taupes étroits qui plongent verticalement à 100, parfois à 150 mètres. Regarde un immeuble de 40 étages. Maintenant, imagine que tu dois descendre à cette profondeur sous terre sur des échelles de bois branlantes vers l'inconnu total. Plus tu descends, plus il devient difficile de respirer. L'air en bas est lourd, vicié, chaud. Dans les tailles profondes, la température pouvait atteindre plus 40, plus 50 degrés. La ventilation? Les Romains creusaient des puits parallèles et allumaient des feux aux entrées pour créer un tirage. Mais à 100 mètres, cela aidait peu. Tu entres dans un sac de pierre étouffant. La pression de la roche est colossale, les parois gémissent. Les étais de bois craquent, te rappelant qu'au-dessus de toi, il y a des millions de tonnes de pierre prêtes à s'écraser à n'importe quelle seconde. Tu te sens comme un grain de sable coincé dans la gorge d'un monstre de pierre. Mais le plus effrayant, en bas, ce n'est ni la chaleur ni l'exiguïté, c'est l'eau. Les nappes souterraines s'infiltraient de partout, inondant les galeries. Et là commençait ton cauchemar personnel, sans fin. Car il fallait bien évacuer cette eau, sinon l'extraction s'arrêtait. En bas, ton ennemi principal t'attendait. Pas le contremaître, pas la faim, l'eau. Elle était partout. Elle goûtait du plafond, suintait des murs,
s'accumulait en flaques noires sous tes pieds. Si on ne l'évacue pas, la mine s'engloutit en quelques heures. Et les ingénieurs romains ont trouvé une solution, géniale du point de vue de la mécanique et absolument sadique du point de vue humain. Ils t'ont transformé en moteur. Voici la vis d'Archimède. Vis d'Archimède. Un long tube de bois avec une spirale tournante à l'intérieur. Un miracle de la technique antique. Mais ce miracle n'a pas de moteur à combustion. Le moteur, c'est toi. Le système fonctionnait en cascade. Une vis élevait l'eau de quelques mètres, la déversait dans un bassin, d'où une autre vis la reprenait, et ainsi de suite, jusqu'à la surface. Tu te tiens sur une plateforme étroite et glissante, dans une boue glacée jusqu'à la taille, et tu tournais la manivelle. 1 heure, 2, 10, un jour entier. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu ralentis, l'eau monte et le niveau inférieur se retrouve inondé avec tes compagnons. C'était une torture monotone qui rend fou. Tes mains devenaient une seule ampoule, ton dos se pétrifiait et l'esprit se mettait en veille. Tu cessais d'être un homme avec des pensées et des sentiments. Tu devenais juste un engrenage de chair et d'os qu'on ne peut pas graisser, mais qu'on peut remplacer dès qu'il casse. Mais là où il y avait trop d'eau, les vis ne suffisaient pas. Alors les Romains construisaient des monstres. Dans les mines de Rio Tinto, les archéologues ont trouvé des roues élévatrices d'eau atteignant jusqu'à 6 mètres de diamètre. Imagine une immense roue en bois, comme dans un moulin, mais cachée profondément sous terre. Sur sa jante, des godets sont fixés. Pour que la roue tourne et remonte l'eau, quelqu'un doit la faire tourner. Ce quelqu'un, c'était 2 esclaves. On les enfermait à l'intérieur de la roue. Tu poses le pied sur des barreaux mouillés, glissants, et tu commences à marcher. Un pas, puis un autre. La roue tourne sous ton poids. Tu avances, mais tu restes au même endroit. C'est comme un tapis de course dans une salle de sport, sauf qu'au lieu de la climatisation, il y a une nuit étouffante, et au lieu du bouton stop, il y a le fouet du contremaître. Les tours sur ces roues duraient 10 à 12 heures, dans l'obscurité totale, avec le grincement du bois et le clapotis de l'eau. Tu glisses, blessure et on te met au rebut, parce que personne ne soignera un entraînement cassé. À ta place, on poussera aussitôt le suivant. Les hommes dans ces roues s'usaient plus vite que le bois dont elles étaient faites. Mais si l'eau, au moins, on pouvait la pomper, avec la pierre, c'était plus compliqué. Les veines les plus riches se cachaient souvent dans le quartz le plus dur. La pioche n'y mordait pas, le ciseau s'émousserait en 5 minutes. Nobel n'avait pas encore inventé les explosifs. Comment percer? Les Romains utilisaient la physique. La méthode s'appelait feu et vinaigre. Dans un cul-de-sac étroit et étouffant, où l'air manquait déjà, on entassait une montagne de bois et on y mettait le feu. Les flammes rugissaient, léchant les parois. La température montait au ciel. La pierre rougissait. Toi, tu étais assis dans une galerie voisine. Tu suffoquais dans la fumée et tu attendais le signal. Quand la roche atteignait son maximum de chaleur, on éteignait le feu et tu devais courir jusqu'au front et jeter du vinaigre glacé sur la pierre. Le choc thermique déchirait la roche de l'intérieur. Elle craquait, s'effritait, projetait des éclats tranchants. Mais à cet instant, il se passait autre chose. Imagine que tu verses une bouteille de vinaigre sur une poêle brûlante, mais à l'échelle d'une caverne. Un nuage de vapeur âcre jaillissait, se mélangeant à la fumée et à la poussière. Ce mélange brûlait instantanément la gorge, les yeux pleuraient, respirer devenait difficile. Et dans ce brouillard, tu devais saisir ta pioche et frapper la pierre fissurée, tant qu'elle était encore chaude. Tu toussais, tu vacillais, mais tu continuais à frapper, parce que le quota d'extraction ne s'atteint pas tout seul. Ainsi passaient les jours, les années, dans l'humidité, dans la fumée, dans les vapeurs acides. Mais même cet enfer semblait un paradis, comparé à ce qu'était ton quotidien, quand le tour de travail se terminait. Tu as survécu à un tour sur la roue. Tu n'as pas étouffé dans les vapeurs de vinaigre. Tu crois que tu peux te reposer? Pas du tout. Ta maison, pour les années à venir, c'est une fente de pierre où même un chien se sentirait à l'étroit. Les Romains étaient pragmatiques jusqu'à la moelle. Pourquoi tailler un large couloir si la veine d'argent ne fait qu'1 demi-mètre d'épaisseur? La roche inutile, c'est du travail inutile.
alors entailler les galeries exactement à la taille de la veine. Résultat, tu passes 12 voire 14 heures par jour en position fétale ou à ramper. Tu traînes une lourde corbeille de minerais, en t'écorchant les genoux et les coudes, en te tortillant comme un ver. Tu oublies ce que c'est que se tenir droit. Tu deviens un animal. Les archéologues qui ont étudié les os des mineurs de cette époque ont été choqués. Les squelettes semblaient appartenir à une autre espèce. Colonne vertébrale tordue, articulations déformées, os du bassin courbés. Les hommes changeaient littéralement de corps. La station debout devenait pour eux une compétence oubliée. Mais même cette exiguïté pâlissait face à la plus grande peur du souterrain, l'obscurité. Ta vie dépend désormais d'un petit tesson d'argile avec une mèche, une lampe à huile. C'est ton soleil, ton horloge et ton seul ami. Les Romains distribuaient l'huile strictement à la ration, juste assez. Les hommes changeaient littéralement de corps. La station debout devenait pour eux une compétence oubliée. Mais même cette exiguïté pâlissait face à la plus grande peur du souterrain, l'obscurité. Ta vie dépend désormais d'un petit tesson d'argile avec une mèche, une lampe à huile. C'est ton soleil, ton horloge et ton seul ami. Les Romains distribuaient l'huile strictement à la ration, juste assez pour tenir le tour. Dès que la mèche commençait à fumer et à s'éteindre, tu comprenais, le temps est écoulé. C'est comme si tu plongeais avec une bouteille au fond de l'océan et que ton manomètre affichait 0%. Sauf qu'ici, tu ne peux pas remonter. Si tu traînes, si la lampe se brise ou si l'huile se termine trop tôt, tu restes dans une obscurité absolue, épaisse, dans un labyrinthe de centaines de virages et de puits. Retrouver la sortie en tâtonnant, impossible. Crier, le bruit de l'eau et les coups de pioche étoufferont ta voix. Les hommes qui perdaient la lumière devenaient souvent fous de panique avant même de mourir de soif. Ils s'asseyaient tout simplement et attendaient la fin pendant que la nuit rongeait leur esprit. D'ailleurs, ce sont précisément ces détails terrifiants dont les manuels scolaires parlent avec pudeur que nous sortons à la lumière. Si tu veux savoir à quoi ressemblait vraiment l'histoire, sans marbre ni toge, mais avec la sueur et le sang, abonne-toi à la chaîne. Nous montrons l'envers des grands empires. Et maintenant, revenons à ton dîner, si l'on peut appeler ça un dîner. Ta ration était calculée au minimum. L'objectif était simple. L'esclave doit vivre exactement assez longtemps pour rembourser son transport et sa nourriture et rapporter un profit. Aucun humanisme, de la comptabilité pure. On te donnait du pain d'orge grossier, de l'eau, et parfois un vin aigre et bon marché, ou de la posca, un mélange d'eau et de vinaigre, pour que tu n'attrapes pas la dysenterie dès le premier jour. De la viande, oublie. Des légumes, seulement si tu as de la chance. Avec un travail physique écrasant, les calories manquaient catastrophiquement. Ton organisme paniquait. D'abord la graisse partait. Ensuite, ton corps commençait à se manger lui-même. Les muscles fondaient, la peau devenait sèche, tendue. Tu te transformais en ombre vivante, encore capable de manier la pioche, mais déjà incapable de lutter contre les infections. Et c'était le début de la fin. Car un organisme affaibli, épuisé, devenait une proie facile pour des tueurs invisibles, les poisons qui imprégnaient ses murs. Tu pouvais être fort comme un bœuf. Tu pouvais t'habituer à l'obscurité et apprendre à dormir par à coups sur des pierres mouillées. Tu pouvais même supporter la faim. Mais tu ne pouvais pas ne pas respirer. Et ici, l'air tuait plus sûrement qu'une épée. Dans les mines romaines, la mort avait un goût chimique. Commençons par ce pourquoi tout cela existait, l'argent. Le problème, c'est que l'argent dans la nature n'apparaît presque jamais à l'état pur. Son compagnon fidèle, c'est le minerai de plomb, la galène. En extrayant la monnaie de l'Empire, tu respirais de la poussière de plomb, tu buvais de l'eau chargée de plomb, tu mangeais ton pain avec des mains sales. Et le métal s'accumulait dans ton corps. Les Romains appelaient cela la maladie des esclaves. Nous appelons cela le saturnisme. Le plomb frappait le système nerveux. D'abord venait une fatigue effroyable, puis des douleurs au ventre. Les gencives s'assombrissaient. Une bordure caractéristique apparaissait. Et ensuite commençaient de graves effondrements psychiques. Dans l'obscurité totale, sous terre, les hommes se mettaient à voir ce qui n'existait pas.
Ils avaient l'impression que les murs se refermaient, que les pierres criaient. Les mineurs perdaient la raison. Ce n'était pas seulement la peur, c'était la désintégration du cerveau, lente et impitoyable. Mais même les mines de plomb semblaient être une station balnéaire comparée à l'endroit que les Romains appelaient Sisapo. Aujourd'hui, c'est Almadène, le gisement de cinabre. Le cinabre, c'est un beau minerai rouge dont on tirait le mercure et la couleur des frasques dans les villas riches. La relégation à Almadène était considérée comme une condamnation à mort, sans droit d'appel. On y envoyait les plus dangereux, ceux qu'on voulait détruire avec une cruauté particulière. Pourquoi ? Parce que les vapeurs de mercure et le contact avec le minerai détruisaient un homme en 2 à 3 ans, presque à coup sûr. C'était une mort atroce. Le mercure brisait l'organisme entièrement. Les symptômes neurologiques devenaient terribles, le corps tremblait, la coordination disparaissait, la psyché se désagrégeait, l'agressivité alternait avec une apathie totale. Les hommes devenaient des ombres, ils ne vivaient plus, ils survivaient. C'est comme si on te forçait à travailler dans une zone de production mortellement dangereuse, sans protection, sauf qu'au lieu de la radiation, c'est un métal empoisonné. Mais même si tu tombais dans une carrière propre, sans plomb ni mercure, un troisième assassin t'attendait, le plus silencieux et le plus massif, la poussière de pierre. Dans les tailles étroites, où la ventilation était presque inexistante, l'air était épais d'une fine suspension de quartz. Chaque inspiration, c'était une micro-blessure à l'intérieur des poumons. La poussière travaillait comme du papier de verre. Le corps tentait de se protéger en enveloppant ses particules de tissu cicatriciel. Les poumons durcissaient. Ils perdaient leur élasticité. La silicose se développait. L'homme commençait à s'étouffer. D'abord à l'effort, puis simplement allongé. La toux apparaissait, sèche, épuisante, et ensuite venait la faim. Les poumons se transformaient en sacs inutiles, incapables d'absorber correctement l'oxygène. Le pire, c'est que ce processus est irréversible. Même si par miracle on te libérait, qu'on te menait en soleil et qu'on te laissait respirer la brise marine, tu mourrais quand même. Tes poumons étaient déjà de verre. Tu portais ta mort en toi. Dans de telles conditions, les hommes perdaient vite leur visage humain. Mais pour contrôler cette horde de demi-fous, empoisonnés, condamnés, il fallait des surveillants particuliers. Qui pouvait descendre volontairement dans cet enfer pour y faire régner l'ordre ? Seulement ceux qui n'étaient guère meilleurs que les forces à eux-mêmes. La garde des mines, ce ne sont pas des nobles légionnaires en armure brillante. C'étaient des mercenaires, des sous-traitants privés ou des esclaves qui s'étaient attirés la faveur de leur maître. Pour gérer une armée de condamnés désespérés, il fallait être une bête. Le contremaître avait un pouvoir absolu. Il était un dieu dans ce royaume souterrain. Si un esclave tombait de fatigue, on ne le relevait pas, on le frappait. S'il ne se relevait pas, on pouvait le tuer sur place, et personne ne serait puni. Dans les rapports, cela passait comme une mise au rebut d'inventaire. Une pioche s'est cassée, l'esclave numéro 405 est mort. Pour la comptabilité, aucune différence. Une atmosphère de terreur totale était le seul moyen de forcer les hommes à entrer dans ces trous. La peur de la douleur devait être plus forte que la peur de la mort. C'est comme des surveillants dans une prison de haute sécurité, où chaque détenu est un condamné à mort qui n'a plus rien à perdre. Pour les tenir, il faut une cruauté hors norme. Mais le pire, c'est que les Romains savaient briser les hommes autrement qu'au fouet. Ils appliquaient le principe diviser pour régner, même ici, tout au fond. Parmi les condamnés se construisait une hiérarchie à eux, tordue. Tout en bas, littéralement et symboliquement, il y avait ceux du front de taille et les écopeurs d'eau. Ils pourrissaient dans les culs-de-sac sans quitter leur poste pendant des journées entières. Un peu plus haut se trouvaient les porteurs, ceux qui remontaient les paniers de minerais. On les considérait comme l'élite. Pourquoi ? Parce qu'ils bougeaient, parce qu'ils voyaient parfois une lueur de lumière du jour près de la sortie, parce qu'ils pouvaient échanger quelques mots avec d'autres. Les Romains dressaient volontairement ces groupes les uns contre les autres. Les porteurs méprisaient ceux du fond haïssaient tout le monde. Cette haine mutuelle empêchait les esclaves de s'unir. Car si des milliers d'hommes avec des pioches se mettent d'accord, la garde est finie. Et parfois cela arrivait. L'histoire connaît des exemples où les mines explosaient en révolte. Ce n'étaient pas des belles batailles, c'était un carnage. La révolte d'Athénion,
pendant la deuxième guerre servile de Sicile, a montré de quoi sont capables des hommes acculés. Les mineurs se battaient avec la rage d'animaux condamnés. Ils utilisaient leurs pioches, leurs barres de fer, leurs chaînes, tout ce qui pouvait tuer. Ils le savaient, il n'y aurait pas de pitié. Les prisonniers ne les intéressaient pas. Ils ne se battaient pas pour la liberté, ils se battaient pour la possibilité de détruire leurs bourreaux avant de mourir eux-mêmes. Voilà pourquoi on avait peur des mineurs. On les gardait enchaînés, même sous terre. Les entrées des mines étaient gardées comme des forts militaires, non pas pour empêcher l'ennemi d'entrer, mais pour que personne ne sorte. Mais une révolte, c'est une chance rare. Pour la plupart des prisonniers, il n'y avait qu'une seule sortie, et elle était plus effrayante que n'importe quel combat. Vous savez qui ces hommes enviaient d'une jalousie noire? Les gladiateurs. Oui, ceux-là même qu'on tuait dans l'arène. Pour nous, le gladiateur est une victime. Pour le mineur, c'est un chanceux qui a gagné à la loterie. Le gladiateur avait de la viande au dîner, des massages, des femmes et une chance de gloire. Mais surtout, il avait une chance de mort rapide, publique, sous le rugissement de la foule. Un coup d'épée et tu es libre. Le mineur, lui, n'avait qu'une agonie lente et sale, un effacement dans l'obscurité, où personne ne verrait ta fin, à part les rats. Les mines étaient le fond absolu, on ne pouvait pas tomber plus bas. Et à un moment, chacun de ceux qui arrivaient ici finissait par une seule pensée. La mort n'est pas un châtiment, la mort est un cadeau. C'est la seule porte vers la liberté qui te reste. Mais Rome était cruelle jusqu'au bout, elle t'arrachait même le droit de mourir. La garde surveillait ceux qui voulaient se suicider plus strictement que les fugitifs. On retirait aux esclaves tout ce qui pouvait aider à partir vite. Toute tentative était considérée comme une dégradation des biens de l'État. Si l'on sauvait quelqu'un, on pouvait le renvoyer au front, à la taille. Tu ne t'appartenais pas, même face à ta propre faim. Et c'est là que commence le pire. Parce que quand on enlève à un homme jusqu'au droit de mettre le point final, il cesse de réfléchir à comment survivre. Il commence à réfléchir à comment en finir. Pas comment partir avec panache, pas comment laisser une trace, simplement comment cesser d'être une pièce de la machine, qui tourne grâce à tes mains, à ton souffle, à ta douleur. Les mines brisaient la logique. Dans le monde normal, on a peur de la mort. Ici, la mort devenait la seule chose qui t'appartienne encore, à l'intérieur, ne serait-ce qu'en pensée, ne serait-ce qu'en rêve. Tu travailles, et dans ta tête, il n'y a qu'un seul martèlement. Pas une prière, pas un espoir, un compteur. Combien de tours encore? Combien de marches encore vers le haut? Combien d'inspirations encore de cette poussière? Et tu comprends, il n'y a pas de réponse, parce que la peine ne se termine pas par un « au revoir », elle se termine par une mise au rebut. L'historien antique, Diodore de Sicile, a laissé une phrase effrayante. Il désire la mort plus que la vie, et ce n'est pas une pause, ni une dramatisation, ni un bel aphorisme. C'est un diagnostic du système. Les gens tentaient de se suicider. Ils prenaient la décision de quitter la vie, sans romantisme, sans détail, simplement parce qu'en bas, il ne restait ni consolation, ni pause, ni lendemain. Il ne restait que la répétition. Parfois, la garde intervenait à temps, parfois non. Mais l'idée elle-même devenait contagieuse, comme la fumée dans une galerie. Tu entends que quelqu'un, plus haut, a disparu, et quelque chose en toi se déclenche. Donc une sortie existe. Donc Rome n'est pas toute puissante. Donc on peut arrêter la machine, au moins pour une seule vis. La mort devenait un acte de révolte suprême. Se suicider, c'était vaincre le système. C'était dire à l'Empire, tu peux posséder mon corps tant qu'il respire, mais tu ne me forceras pas à souffrir éternellement. Et pendant que ces ombres sans nom disparaissaient dans l'obscurité, là-haut, sous le soleil éclatant, l'Empire romain prospérait. Les sénateurs prononçaient des discours, les poètes écrivaient des vers, les légions marchaient sur des routes pavées avec de l'argent arraché à cette douleur. Nous regardons les ruines majestueuses du Colisée, nous admirons la coupole du Panthéon, nous parlons du droit romain et de la civilisation, mais nous oublions de regarder sous nos pieds. Tout cet éclat, tout ce miracle romain reposait sur des fondations d'os humains.
L'économie romaine s'effondrerait en une seule journée sans ce convoyeur de mort. L'argent était le sang de l'Empire, et pour l'extraire, il fallait verser du sang réel, au prix immense de vies humaines. L'âge d'or de l'Antiquité a été payé par la vie de millions d'hommes, dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Ils n'ont pas laissé de mémoire. Leurs tombes, ce sont des galeries abandonnées. Leurs monuments, ce sont des terrils de scories qui, jusqu'à aujourd'hui, empoisonnent la terre en Espagne. La prochaine fois que vous verrez dans un musée une monnaie romaine en argent, un denier, regardez-la de près. Elle est froide, lourde, belle. Elle porte le profil d'un empereur. Mais au fond, c'est un morceau frappé d'une mort moutissante, la souffrance de quelqu'un. C'est un cri figé d'un homme qui rêvait de mourir, juste pour cesser de creuser. Souvenez-vous-en, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais elle est payée par les vaincus.